Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire. On en profite pour vous souhaiter une excellente rentrée. On est ravis de vous retrouver. On vous propose un format de webinaire spécial actualité aujourd'hui. On a à cœur de systématiquement vous faire suivre l'actualité, qu'elle soit sociale, fiscale, financière ou RH, qui est toujours très changeante et pleine d'enjeux pour vos entreprises. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet spécifique d'actualité sociale avec la nouvelle convention collective de la métallurgie, puisqu'il y a une nouvelle convention collective qui sera applicable à compter du 1er janvier 2024. Et nos expertes RSM ici présentes vont revenir pour vous sur les changements majeurs de cette convention collective. Ce webinaire, il dure 45 minutes, donc on va essayer de vous exposer de manière assez synthétique, mais la plus complète possible, les différentes composantes de la convention. On est consciente que c'est un temps court pour aborder tous les changements en détail. C'est pourquoi, en complément de ce webinaire, on vous propose d'organiser une formation, un accompagnement plus complet afin de vous accompagner plus en détail sur vos situations spécifiques, sur vos entreprises. Donc, vous avez en principe un bouton de vote en haut de votre fenêtre pour nous indiquer si vous êtes intéressé justement par ce format plus long et pour qu'on puisse vous recontacter par la suite afin d'organiser cet accompagnement et cette formation un petit peu plus complète. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat. Hop. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots rapidement sur le réseau RSM. En France, RSM, c'est un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux. Et RSM, c'est également un réseau présent à l'international puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Donc, à travers ces différents pôles, on couvre un large spectre de compétences et nous sommes présents dans plus de 120 pays. Je n'en dis pas plus pour ce petit mot d'introduction. À présent, je laisse la place à nos expertes du sujet pour se présenter dans un premier temps et puis dérouler la présentation. Vous êtes bien entendu libre de poser toutes vos questions dans le chat. On va essayer d'y répondre et on prendra un temps de 15 minutes à la fin pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Alors bonjour à tous, moi c'est Géraldine Simone, donc je suis manager au niveau du pôle social et paye. Mes missions sont principalement l'accompagnement des clients au niveau de la paye et également l'encadrement des équipes de gestionnaires de paye. Et bonjour à toutes et à tous également. Je me présente rapidement aussi. Donc, Romane Charbonnel, juriste en droit social chez RSM. Et donc, je me charge d'accompagner nos clients sur toutes les questions qui touchent à la relation employeur-salarié, tant ce qui relève des relations individuelles de travail que des relations collectives. Et donc, dans ce cadre, je suis amenée à travailler avec un certain nombre de conventions collectives, dont celle de la métallurgie qui va nous occuper ce matin, puisqu'elle connaît un certain nombre de changements. Donc, effectivement, comme le disait Aurélia, on va aborder assez rapidement la plupart des gros changements, mais voilà, on va un peu survoler tout ça pour que vous ayez en tête les principales évolutions. Alors, à compter donc du 1er janvier 2024, on a une convention collective unique qui sera applicable. Donc les conventions collectives territoriales existantes vont être dénoncées, de même que les accords nationaux existants, à l'exception toutefois de certains. Donc on a une liste d'accords nationaux qui reste applicable, qui est annexée à la nouvelle convention collective. Donc je vous invite vivement à aller consulter cette liste pour que vous ayez bien en tête les accords nationaux qui vont rester applicables. Le volet protection sociale est quant à lui applicable depuis déjà le 1er janvier 2023. Donc pourquoi est-ce qu'on a modifié cette convention collective? Donc tout d'abord dans un but de modernisation, puisque les dispositions qui étaient et qui sont toujours applicables jusqu'à fin 2023 datent des années 70, donc effectivement ça remonte un petit peu. Et également on avait besoin de simplifier et d'harmoniser tout ça, puisque comme la plupart d'entre vous ont dû le vivre et l'appliquer, on avait un certain nombre de textes qui coexistaient, donc il fallait aller tous les consulter, les comparer pour appliquer les dispositions les plus favorables aux salariés. Donc, c'était vraiment un travail qui pouvait être fastidieux et qui manquait clairement de lisibilité et de visibilité. On a un point de vigilance toutefois sur lequel qu'il faudra bien avoir en tête, c'est que toutes les nouvelles dispositions de la convention collective ne seront pas
étendues. Donc, les dispositions qui ne sont pas encore étendues ne seront applicables qu'aux employeurs qui sont adhérents à un syndicat signataire de cette nouvelle convention collective. Elles seront applicables à l'ensemble des employeurs du secteur que lorsqu'elles auront été étendues et donc qu'un arrêté d'extension aura été publié au journal officiel. On va maintenant rentrer du coup dans le vif du sujet et aborder tout d'abord la nouvelle grille de classification qui pour le coup constitue un des principaux chantiers de cette nouvelle convention collective. À partir donc du 1er janvier 2024, on va avoir une grille unique pour tous les salariés. La difficulté, c'est qu'on n'a pas d'équivalence entre les grilles qui sont jusqu'alors applicables et cette nouvelle grille. Donc, on va vraiment devoir anticiper en interne dans chacune des entreprises pour être prêt au 1er janvier 2024 et faire entrer en vigueur cette nouvelle classification. Donc, à partir de cette date, chaque poste va être défini par un coefficient qui sera déterminé en fonction d'une cotation précise. On va avoir 6 critères, à savoir la complexité de l'activité, les connaissances, l'autonomie, la contribution, l'encadrement, coopération et la communication, qui vont devoir être notés sur une note de 1 à 10. On va ensuite pouvoir ajouter ces différentes notes pour avoir un total qui nous donnera une classification correspondante. Donc, comme je le disais en introduction, le but aussi des rédacteurs de cette convention collective, c'est d'assurer l'équité entre les salariés. En effet, on a une grille unique désormais qui est applicable et qui se veut plus transparente et plus égalitaire. Les salariés ainsi qui occupent le même emploi auront le même classement. Chaque critère classant, donc les 6 que nous venons de lister ensemble, ont la même importance et on a un seul référentiel d'analyse pour l'ensemble des emplois de l'entreprise. Donc véritablement, d'une entreprise à l'autre, chaque emploi sera logiquement classifié de la même manière. Donc même d'une entreprise à l'autre, on n'aura pas de différence de traitement. Bien que nous n'ayons pas de correspondance, d'équivalence entre les anciennes grilles et cette nouvelle grille, on a tout de même une méthodologie qui nous est donnée par cette nouvelle convention collective. Cette méthodologie est en 5 étapes. La première étape, ça va être d'identifier, c'est-à-dire de lister les différents postes de travail qui existent au sein de l'entreprise. La deuxième étape, ça va être de décrire les missions qui relèvent de chaque poste de travail et donc en fait de rédiger des fiches de poste type pour chacun des emplois. Ces fiches de poste, donc si elles n'existent pas déjà, vont devoir être rédigées et vont notamment recenser donc les missions générales, la description des activités, le niveau de responsabilité de l'emploi, les relations de travail tant en interne qu'en externe qui sont en lien avec cet emploi, ou encore les connaissances professionnelles spécifiques requises. Une fois qu'on aura rédigé ces fiches de poste, on va devoir les valider avec les salariés. Donc, les salariés vont vraiment être acteurs de la mise en place de cette nouvelle classification puisqu'on va devoir obligatoirement les consulter. Donc, bien entendu, seuls seront consultés les salariés qui sont présents au 1er janvier 2024. À chaque fois qu'on aura une nouvelle embauche, une fois que la grille de classification est entrée en vigueur, on n'aura pas à aborder ce sujet avec les nouveaux salariés. Les salariés auront alors 1 mois pour demander éventuellement des explications à l'employeur et l'employeur aura également 1 mois pour y répondre. Autrement dit, il faut anticiper d'au moins 2 mois tous ces changements et la rédaction donc de la fiche de poste pour que début novembre, vous puissiez déjà consulter vos salariés sur les fiches de poste qui auraient été rédigées en amont. On a également une consultation obligatoire du CSE pour les entreprises de plus de 50 salariés. Une fois que la fiche de poste est validée, la 4e étape sera la cotation. Autrement dit, on va attribuer un nombre de points aux 6 critères qui sont exposés ci-dessus. Et on va attribuer un nombre de points à partir des fiches de poste qu'on aura établies et en utilisant le référentiel de la convention collective. Enfin, après avoir coté donc chacun des emplois de l'entreprise, on va venir classer, c'est-à-dire affecter une classification en fonction du nombre de points obtenus. Et pour cela, on va appliquer la grille de classification qui vous est désormais projetée. Donc, on voit qu'on a 55 cotations différentes, puisqu'on peut avoir entre 6 et 60 points. Et chaque tranche de points correspond à une classe d'emploi, un groupe d'emploi et un statut cadre, non cadre. Donc, ce référentiel ne peut pas être modifié et c'est celui qui va s'appliquer à chacune des entreprises du secteur de la métallurgie. Donc, une fois qu'on aura
déterminer le nombre de points, ce sera assez simple à mettre en œuvre par l'utilisation de cette grille. Pour ce qui est des contrats d'alternance, on a également une nouvelle grille de classification qui, pour le coup, dépend uniquement du niveau de certification préparé. Donc voilà, elle sera peut-être plus simple à mettre en œuvre, celle-ci. Mais voilà, selon le niveau de certification préparé par l'étudiant, on a une famille qui correspond et donc une rémunération, etc., qui en découle. Pour terminer donc sur ce premier point concernant la classification, donc cette nouvelle grille présente un certain nombre d'avantages, notamment plus de lisibilité pour le salarié, puisqu'effectivement ce sera normalement très clair pour lui, la grille qui lui sera appliquée sera cohérente, et on est vraiment dans une logique d'évaluation de l'emploi et non du salarié. Donc comme on a pu le voir ensemble, on recherche véritablement l'équité entre les salariés de l'entreprise. Toutefois, il y a évidemment quelques inconvénients, dont l'absence de grille d'équivalence évoquée déjà, et également l'absence de prise en compte de la taille de l'entreprise. En effet, cette méthodologie en 5 étapes qui permet de mettre en œuvre la nouvelle grille de classification va devoir être suivie par toutes les entreprises du secteur de la métallurgie, peu importe le nombre de salariés qu'elle contient. Enfin, on a un risque de définition des postes par rapport aux critères classants, alors qu'effectivement, l'idée serait vraiment de se détacher des critères classants pour élaborer les fiches de poste, et puis après, de s'attarder sur ces critères pour attribuer le nombre de points qui correspond, pour éviter de se limiter aux 6 critères prévus par la convention collective. Abordons maintenant le sujet de l'aménagement du temps de travail. Donc, à partir du 1er janvier 2024 toujours, on va avoir la mise en place d'un dispositif unique d'aménagement du temps de travail. Effectivement, jusqu'à présent, on avait plusieurs dispositifs qui coexistaient, par exemple un cycle de travail sur 12 semaines ou encore une annualisation du temps de travail sur l'année civile, et les employeurs pouvaient venir piocher le dispositif qui était le plus adapté à leur entreprise. Là, avec cette nouvelle convention, on va avoir un dispositif unique, mais qui se veut souple et flexible afin de pouvoir être adapté et adaptable à chacune des entreprises du secteur. Toutefois, se pose du coup la question de comment adapter justement ce cadre général à l'entreprise en interne. Effectivement, il semble qu'il faille malgré tout passer par la négociation en interne et éventuellement un accord d'entreprise qui viendrait vraiment préciser les modalités d'aménagement du temps de travail choisi. Petite précision pour les entreprises qui actuellement appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail préexistant, elle va pouvoir continuer à l'appliquer jusqu'au terme du cycle en cours lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective. Donc je m'explique, si au 1er janvier 2024, on a une entreprise qui est en cours d'un cycle de 12 semaines, puisqu'elle était sur un tel cycle d'aménagement du temps de travail, elle va pouvoir aller jusqu'au terme de ce cycle, donc courant 2024, et à l'issue de ce cycle, elle pourra basculer sur le nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail. Donc pour une entreprise qui est sur une annualisation avec une période de référence sur l'année civile, elle devra basculer sur le nouveau dispositif à partir du 1er janvier 2025. La nouvelle convention prévoit également une modification du contingent des heures supplémentaires. Donc ce contingent en fait constitue une limite au-delà de laquelle les heures supplémentaires devront ensuite être compensées par un repos obligatoire. Le contingent de base reste fixé à 220 heures par an, mais on a 2 nouveautés, c'est la création de contingents complémentaires. Le premier est un contingent complémentaire employeur qui correspond à 80 heures mobilisables 1 an sur 2 par l'employeur, et le second est un contingent complémentaire salarié qui correspond à 150 heures mobilisables par le salarié pour le coup tous les ans. On a donc un contingent maximal potentiel qui peut atteindre 450 heures par an, mais tous les 2 ans, puisque ça correspondra à l'année au cours de laquelle l'employeur mobilise son contingent complémentaire. La nouvelle convention collective prévoit également des modalités spécifiques pour les conventions annuelles de forfait heure et de forfait jour. Elle détermine notamment les salariés bénéficiaires, à savoir donc les emplois cadres, mais aussi les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
La convention précise également le volume horaire le volume de travail plutôt de ces conventions annuelles. Pour les forfaits jours, on est sur 218 jours de travail par an avec un plafond qui est fixé à 235. Donc pour le coup, c'est la reprise des dispositions légales. Et pour les conventions annuelles en heures, le volume de travail va être calculé en multipliant l'horaire moyen hebdomadaire par le nombre de semaines travaillées dans l'année et le plafond correspond à 120 du volume moyen hebdomadaire légal de travail, soit 42 heures par semaine. On a également un assouplissement au niveau du régime des salariés à temps partiel, puisque la limite d'heures complémentaires est portée à 1/5 de la durée du travail fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel. Donc, par exemple, un salarié qui est à 20 heures par semaine pourra effectuer jusqu'à 4 heures complémentaires dans la semaine. On a également la création d'avenants complémentaires dans la limite de 8 par an. Ces avenants complémentaires en fait, permettent d'augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel dans certaines limites, puisque notamment on peut en conclure que 8 dans l'année avec un même salarié. Donc voilà rapidement pour ce qui est de l'aménagement du temps de travail. On va maintenant évoquer ensemble l'exécution et la rupture du contrat de travail en passant brièvement sur les principales modifications qui vont intervenir au 1er janvier 2024. Hop. On a donc tout d'abord une modification de la durée de la période d'essai. Effectivement, on a une nouvelle grille qui est applicable et cette durée va véritablement dépendre uniquement du groupe d'emploi auquel va être rattaché le salarié. Par exemple, ce n'est qu'à partir du groupe d'emploi C que le renouvellement sera envisageable et ce renouvellement sera d'1 mois. Donc on est sur, par exemple pour le groupe C, on est sur une durée initiale de 2 mois, renouvelable 1 mois. Ce n'est qu'à partir du groupe E qu'on est sur un renouvellement envisageable de 2 mois. Et donc pour les plus hautes classes, donc les cadres, la durée maximale de la période d'essai renouvellement compris est fixée à 6 mois. Donc il faudra bien penser à les consulter, voilà, ces nouvelles durées applicables à partir du 1er janvier 2024. Pour ce qui est aussi de la rupture de la période d'essai, on a quelques modifications concernant le délai de prévenance. Concernant la durée de ce délai de prévenance, effectivement, ces durées sont modifiées et en fait, la nouvelle convention collective vient clairement se calquer sur les durées légales applicables. Donc à ce niveau-là, pas trop de difficultés. En revanche, elle vient créer un cas de dispense de délai de prévenance lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur. Elle vient également créer des heures pour recherche d'emploi qui correspondent en réalité à des absences rémunérées au cours desquelles le salarié va pouvoir se consacrer à sa recherche d'emploi. Ces heures pour recherche d'emploi sont bien encadrées par la convention collective, donc elles sont limitées. Elles sont mises à disposition que lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que si le délai de prévenance est d'au moins 2 semaines. Pour ce qui est du préavis, là aussi, les durées donc, ont évolué et elles dépendent également du groupe d'emploi, mais aussi de l'ancienneté du salarié et du mode de rupture, du mode de rupture concerné, selon qu'il s'agit d'une démission, d'un licenciement ou d'un départ à la retraite. Les durées pourront varier. On a là aussi la mise en place, de cas de dispense d'exécution du préavis par le salarié lorsqu'il est licencié. En fait, il est dispensé une fois qu'il a retrouvé un emploi et on a également la création d'heures pour recherche d'emploi. Donc là, en l'occurrence, c'est 2h30 payées par jour, dans la limite de 50 heures par mois de préavis. Concernant maintenant l'indemnité de licenciement, on va avoir des montants qui vont différer selon le groupe auquel appartient le salarié, son ancienneté, le fait de savoir également si la maladie est inclus ou non dans l'ancienneté, sachant que ça dépend aussi du groupe d'emploi auquel est rattaché le salarié. Et on a également une modification selon l'âge du salarié, puisqu'on va avoir des majorations ou des minorations qui vont pouvoir s'appliquer sur l'indemnité de licenciement en fonction de l'âge du salarié licencié. Enfin, concernant l'inaptitude,
Donc, comme vous le savez peut-être déjà, l'employeur dispose d'un délai d'1 mois à compter de la reconnaissance de l'inaptitude du salarié pour chercher à reclasser ce salarié sur un poste sur lequel il ne serait pas inapte ou, à défaut de reclassement, il a également ce délai d'1 mois pour le licencier. Et en principe, durant ce délai, le salarié ne perçoit aucune rémunération de la part de son employeur. Là, la convention collective vient créer un complément pardon, de la part de la sécurité sociale et donc le salarié, durant ce délai, est pris en charge par le régime de prévoyance. Attention, cette prise en charge et donc ce complément de salaire ne sera versé que dans le cas d'un salarié reconnu inapte, mais à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle. On a par ailleurs un maintien temporaire de l'ancienne rémunération qui est prévu suite à un reclassement, sur un poste qui serait moins bien rémunéré. Donc ça, tant pour l'inaptitude d'origine professionnelle que non professionnelle, si le salarié est reclassé sur un poste moins bien rémunéré, il bénéficiera tout de même d'un maintien temporaire de son ancienne rémunération. Et la durée d'application de ce maintien, dépend, de l'ancienneté du salarié en question. Pour terminer, sur le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, on a effectivement également des modifications et ce calcul dépend, là uniquement de l'ancienneté du salarié. Donc par tranche d'ancienneté du salarié, on va avoir un nombre de mois de salaire qui vont correspondre en face. Donc il faudra bien penser à également aller consulter cette nouvelle grille. Donc voilà pour une vision rapide des nouveautés plutôt juridiques et qui concernent la relation individuelle entre l'employeur et le salarié. Et je laisse maintenant la parole à Géraldine pour vous parler de tout ce qui touche à la paye. Alors, nous allons aborder maintenant les salaires minima de la nouvelle convention. Donc, comme nous l'avons indiqué, l'entrée en vigueur des salaires minima est au 1er janvier 2024. Après application de la nouvelle grille de salaire, il faudra comparer la nouvelle et l'ancienne rémunération. Si la nouvelle rémunération est inférieure, l'ancienne rémunération est conservée. L'application de la nouvelle grille de salaire peut être reportée au 1er janvier 2030 au plus tard pour les entreprises de moins de 150 salariés et dont la masse salariale augmenterait de plus de 5% pour plus de 25% de l'effectif. Donc, il y a vraiment un critère particulier à prendre en compte si on veut faire ce report pour la mise en place de la nouvelle grille. Donc, je répète, pour les entreprises qui sont moins de 150 salariés et dont la masse salariale augmenterait de plus de 5% pour plus de 25% de l'effectif. Ainsi, nous avons mis la procédure à respecter si on souhaite un éventuel report. Dans un premier temps, il va falloir calculer la masse salariale 2023 sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable au 1er janvier 2023. Il faudra ensuite calculer la masse salariale 2024 sur la base du salaire minimum hiérarchique au 1er janvier 2024. Ensuite, il faudra comparer ces deux masses salariales au plus tard le 31 mars 2024. S'il y a effectivement augmentation de plus de 5% pour plus de 25% de l'effectif, alors il faudra faire une attestation à l'expert comptable ou au commissaire aux comptes pour justifier de l'impact de cette augmentation et des difficultés économiques. Ainsi, l'entrée en vigueur de la nouvelle grille de salaire pourra être reportée. Ensuite, il faudra communiquer au CSE les salaires minimums hiérarchiques toutes les années. Et il faudra veiller à respecter les pourcentages d'augmentation annuelle prévus par la Convention dès janvier 2025. Donc, on vous a mis à titre informatif la nouvelle grille de salaire qui est applicable au 1er janvier 2024. Donc, on voit donc les catégories des cadres donc, qui font partie des groupes d'emploi allant de A, des non-cadres, pardon, qui font partie des groupes d'emploi allant de A à E, et les cadres qui font partie des groupes d'emploi allant de F à I. Nous constatons que le salaire minima hiérarchique est majoré de 15% pour les salariés en forfait annuel heure, dont l'horaire moyen ne dépasse pas 38h50. Pour les salariés en forfait annuel heure, dont l'horaire moyen dépasse les 38h50, ou pour les salariés en forfait jour, le salaire minima hiérarchique est majoré de 30% cette fois.
Ensuite, on vous a mis à côté des indications pour savoir qu'est-ce qui ne comprend pas, qu'est-ce qui n'est pas compris en fait dans le salaire minimum hiérarchique. Donc, dans ce salaire minimum hiérarchique, ça ne comprend pas la prime d'ancienneté, les majorations pour travaux pénibles, les contreparties liées à des conditions particulières de travail, par exemple des primes d'astreinte, des primes de froid, des primes d'insalubrité, les primes et gratifications exceptionnelles et bénévoles, les rémunérations au titre d'une invention de mission, l'épargne salariale, les primes de fidélité et les remboursements de frais. Il y a une petite particularité pour les débutants du groupe d'emploi F, soit le premier groupe d'emploi des cadres. Le salaire de ces cadres suit un barème évolutif en fonction de leur ancienneté et jusqu'au terme des 6 ans. Donc voici le barème fixé comme suit en 2024 pour un horaire base 35 heures. Donc on voit clairement que le salaire varie en fonction de la classe d'emploi, s'il est classe d'emploi 11 ou 12, et en fonction de l'ancienneté. Donc s'il a moins de 2 ans, s'il a entre 2 ans et moins de 4 ans, s'il a entre 4 ans jusqu'au terme des 6 ans, et après 6 ans d'ancienneté. Donc nous n'avons pas les mêmes salaires à appliquer. Donc ça, toujours pareil, comme l'avait dit Romane lors de sa présentation, on vous invite fortement à toujours vous conférer à la convention collective et à aller toujours vérifier, puisqu'il y a quand même beaucoup de particularités et de nouveautés. Donc là, nous allons passer à des nouvelles primes, puisque la nouvelle convention collective unique a également mis ces nouvelles dispositions et en particulier créé de nouvelles primes. Donc la première nouvelle prime, c'est la prime d'ancienneté. Elle concerne uniquement les salariés des classes A à E. Ça veut dire que les groupes d'emploi des cadres ne sont pas concernés. Le calcul se fait selon la formule suivante. Donc c'est la valeur du point territorial multiplié par le taux de la classe d'emploi, multiplié par 100, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté plafonné à 15. Donc la valeur du point territorial, ça vous la trouverez également dans la convention collective. Le montant de cette prime varie en fonction de l'horaire. Elle doit figurer à part sur le bulletin de paye. Si la prime d'ancienneté calculée selon les nouvelles modalités est inférieure à celle de l'ancienne disposition, alors il faudra verser un complément de prime d'ancienneté. Et cette ligne de complément de prime d'ancienneté doit être indiquée sur le bulletin de paye et également sur une ligne à part. Ainsi, sur le bulletin de paye doit apparaître le salaire de base, la prime d'ancienneté et un complément de prime d'ancienneté éventuellement, et chaque rubrique sur une ligne distincte. Il y a également une deuxième nouvelle prime qui s'appelle la prime de fidélité. Elle concerne uniquement les contrats de professionnalisation à durée déterminée. Pour les salariés qui sont signataires d'un CDI ou d'un CDD de plus de 12 mois à l'issue de leur contrat de professionnalisation. Et à l'issue de leur 12e mois de présence en CDI ou en CDD de plus de 12 mois, il y a versement en une seule fois d'une prime de 5% de la garantie annuelle du salaire applicable à l'issue du contrat pro. Donc, c'est pas, on ne regarde pas le salaire applicable à l'issue du 12e mois de présence en CDI, en CDD, mais on regarde le salaire applicable à l'issue du contrat de professionnalisation, qui a donc précédé le CDI ou le CDD de plus de 12 mois. Et il n'y a pas de prorata de présence. Au niveau des nouveautés en paye, donc nous avons plusieurs points. Il y a mise en place de congés supplémentaires. Donc c'est applicable pour l'ensemble des salariés. À partir de 2 ans d'ancienneté, il y a acquisition d'1 jour ouvrable supplémentaire et 2 jours ouvrables supplémentaires si le salarié a plus de 45 ans. Il y a application de 3 jours ouvrables supplémentaires pour le salarié qui a une ancienneté de plus de 20 ans et qui est âgé de plus de 55 ans. On voit également qu'il y a des dispositions particulières pour les cadres dirigeants et les salariés au forfait. Donc forfait annuel en heures ou en jours. Donc on a acquisition d'1 jour ouvrable supplémentaire, mais cette fois-ci dès 1 an d'ancienneté et pas 2 ans dans le cas général. Plus on applique également les dispositions générales, donc ce que je vous ai dit juste au-dessus, donc ce qui est applicable pour l'ensemble des salariés. Par exemple,
un salarié qui est au forfait, qui a 2 ans d'ancienneté, il aura le droit à 2 jours supplémentaires s'il est âgé de moins de 45 ans. C'est-à-dire qu'il a acquis un jour supplémentaire à l'issue de sa première année d'ancienneté. Ça, c'est ce qui est applicable dans les conditions particulières. Et il a aussi acquis un jour supplémentaire à l'issue de sa deuxième année. Ça, c'est ce qui est applicable dans les dispositions générales. Et ce salarié, qui est toujours au forfait, lui, il aura 3 jours supplémentaires s'il est âgé de plus de 45 ans. Puisqu'il a toujours un jour acquis à l'issue de sa première année, ça, ce sont les dispositions particulières. Et cette fois-ci, il aura acquis 2 jours supplémentaires à l'issue de sa deuxième année, ce qui est les dispositions générales. Dernier point d'attention, c'est que ces jours acquis supplémentaires viennent en réduction du nombre d'heures ou de jours convenus dans la convention de forfait. En ce qui concerne la maladie, l'accident du travail, la maladie professionnelle et la maternité, il y a également des mises à jour. Premièrement, la maladie est prise en compte dans le temps de travail effectif, la durée de prise en compte variant selon l'ancienneté et le groupe du salarié. Donc, pour avoir cette durée de prise en compte, il faudra bien se référer à la convention collective. Également, la durée et le montant du maintien de salaire en cas de maladie, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, varient en fonction de l'ancienneté et du groupe du salarié. Ces durées et ces montants ayant été modifiés par rapport aux anciennes dispositions. Donc pareil, il faudra toujours se référer à la convention collective pour savoir combien de temps il y aura le maintien de salaire et surtout sur quel montant, si c'est du 100%, du 90%, etc. Nouvelle particularité aussi pour cette convention collective, c'est qu'il y a une mise en place d'un maintien de salaire en cas de maternité pour les salariés qui ont plus d'1 an d'ancienneté. Donc, nous allons passer maintenant aux nouvelles cotisations. Donc, ça concerne les nouvelles cotisations de prévoyance et de mutuelle. Donc, ça, normalement, vous avez déjà pas mal d'informations puisque celles-ci sont applicables depuis le 1er janvier 2023. Donc, pour l'ensemble des salariés, sans condition d'ancienneté, sauf les sociétés qui relèvent de l'Isère-Hautes-Alpes, puisque ces cotisations se sont vues appliquer depuis le 1er avril 2023. Donc, les organismes labellisés par la branche doivent faire partie du label Cœur Industrie. Ces organismes étant Malakoff Humanis, Aesio Apicil et le groupe Vive. Il est également possible de passer par un autre organisme assureur qui est non labellisé, mais il faudra être attentif à plusieurs points. Tout d'abord, que les termes du contrat d'assurance soient conformes aux dispositions conventionnelles actuelles et qu'ils suivent les mêmes évolutions ultérieures. Concernant donc la mutuelle, les taux de cotisation ne sont pas fixés. La répartition est 50% par salarial et 50% par patronal pour la partie obligatoire. Et elle est par contre à 100% par salarial pour les options. Donc, elle s'applique pour l'ensemble des salariés et sans condition d'ancienneté. Il y a des maintiens de garantie en cas de suspension du contrat de travail. Donc ça, c'est tout ce qui est prévu par la convention. Pour les suspensions indemnisées, par exemple avec maintien total ou partiel de la rémunération, par exemple avec un reversement d'indemnités complémentaires type prévoyance, également en cas d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée, le maintien des garanties se fait pendant toute la durée de l'absence. Pour les suspensions non indemnisées, type congé sabbatique, congé parental, création d'entreprise ou congé sans solde, les garanties sont maintenues uniquement le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail et le mois civil suivant, dès lors qu'il y a eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est donc due pour le mois civil suivant. Et le maintien de ces garanties peut se poursuivre au-delà, mais uniquement si le salarié s'acquitte intégralement de la cotisation. Nous allons passer maintenant à la prévoyance. Donc, concernant ces cotisations, le taux et la répartition sont fixés comme suit. Au niveau de la convention nationale, pour les cadres et assimilés cadres, le taux est fixé à 1,12% de la rémunération.
limité à la tranche 2, soit 2 fois le plafond de la sécurité sociale. La répartition est 100% employeur. Pour les non-cadres, le taux est fixé à 0,60% de la rémunération, limité à la tranche 2 toujours. La répartition est 57% de la part salariale et 43% de la part patronale. Au niveau de l'Isère Haute-Alpes, donc vous voyez qu'il y a quand même deux différences en termes de la convention nationale et la particularité au niveau de l'Isère Haute-Alpes. Donc pour ce territoire Isère Haute-Alpes, donc pour les cotisations pour les cadres et assimilés cadres, le taux est fixé à 1,12% de la rémunération, toujours limité à la tranche 2. La répartition est toujours 100% employeur. Pour les non-cadres, le taux est fixé à 0,60% de la rémunération, également limité à la tranche 2. Mais ce qui change, c'est que la prise en charge de l'employeur doit être au minimum de 50%. Par rapport aux garanties, donc les garanties de prévoyance sont applicables à l'ensemble des salariés, mais sans condition d'ancienneté. Toutefois, le versement des indemnités est soumis à une franchise de 90 jours continue en cas d'incapacité temporaire de travail pour les salariés ayant moins d'1 an d'ancienneté. Aucune franchise n'est appliquée dans les autres cas. Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail, donc, comme pour la mutuelle. Pour les suspensions indemnisées, par exemple avec maintien total ou partiel de la rémunération, avec reversement d'indemnités complémentaires type prévoyance, en cas d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée, le maintien des garanties se fait pendant toute la durée d'absence. Ça ne change pas par rapport, c'est comme pour la mutuelle. Pour les suspensions non indemnisées, pareil, type congé sabbatique, congé parental, création d'entreprise, congé sans solde, absence non rémunérée, les garanties sont maintenues uniquement le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail et le mois civil suivant. Également, dès lors qu'il y a eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Donc, c'est exactement pareil que pour la mutuelle. La différence, c'est qu'au-delà, les garanties sont suspendues. À la différence de la mutuelle, qui, pour la mutuelle, si le salarié veut continuer à percevoir les garanties, il le pourra dans la mesure où il s'acquittera entièrement de la cotisation. Donc là, on vous a mis une petite diapo donc pour une formation complète, voilà, avec nos contacts, nos adresses mail, si vous voulez, avec des questions particulières, voilà, si vous souhaitez qu'on vous y réponde en particulier, et pour une formation plus complète. Merci à toutes les deux pour cette présentation très claire. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions, si vous êtes d'accord. Alors, on avait quelques questions et pour commencer, une question de Vianney qui nous disait qu'il lui semblait qu'on ne parlait plus de poste mais d'emploi. Oui, effectivement, c'est juste puisque l'idée, c'est vraiment de se détacher de la personne, du salarié en tant qu'individu et donc effectivement, on parle plus d'emploi mais bon, c'est vrai que le terme de poste risque de revenir, souvent un petit peu par abus de langage. Merci beaucoup, Romane, pour ta réponse. On avait Mélissa qui nous disait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs classifications pour un même emploi. Donc, comment retranscrire cela avec la nouvelle grille ? Là aussi, du coup, c'est effectivement toute la difficulté de cette nouvelle grille puisque véritablement, un emploi doit avoir une classification identique, peu importe le nombre de salariés qui occupent ce même emploi. Donc là, effectivement, c'est là-dessus qu'il faut travailler bien en amont pour en discuter avec les salariés et que personne ne se sente lésé vis-à-vis de la nouvelle classification qui leur sera applicable. Mais en théorie, on doit bien avoir une classification unique pour un emploi identique. Merci beaucoup. On avait Vanessa qui nous demandait, la consultation du CSE est-elle suffisante ? Pour ce qui est du coup de la mise en place de la nouvelle classification, non, on doit bien individuellement notifier aux salariés la nouvelle
la nouvelle fiche qui leur sera applicable, en plus de la consultation du CSE pour les entreprises de plus de 50. Après, effectivement, on peut utiliser aussi le CSE pour qui relaie éventuellement les revendications ou les demandes d'explication qui viennent des salariés. Ça peut être utilisé comme intermédiaire, mais quoi qu'il en soit, on doit bien avoir une notification écrite individuelle de la nouvelle fiche de poste du salarié, puisque c'est le salarié qui après a 1 mois pour demander éventuellement des explications à l'employeur. Donc, il pourra éventuellement passer par le CSE, mais il peut aussi passer en direct en s'adressant directement à l'employeur. Très clair, merci beaucoup. On avait Pierre qui nous demandait comment seront consultés les salariés sur leur nouvelle fiche. Donc, rendez-vous individuel, échange écrit. Donc, ça rejoint un petit peu La question ce que tu disais. Oui, effectivement, c'est pas précisé, il n'y a pas de moyen particulier de consultation. Il est juste indiqué que c'est une notification écrite. Donc, effectivement, on partirait plutôt sur un courrier ou un mail ou quelque chose comme ça pour avoir une trace, mais pas forcément d'entretien sur le sujet. Très bien. Nous avions Catel qui nous disait que la CNN Métallurgie va prévoir une majoration heures sup de 10% pour les entreprises de moins de 20 salariés. Quel serait le sort de cette disposition ? Du coup, oui, sur ce point-là, la nouvelle convention, effectivement, prévoit uniquement une majoration de 25% pour les premières heures supplémentaires. Donc, a priori, tout le monde devra désormais appliquer ce taux-là. Ok. On avait Audrey qui nous disait « Il est donc possible que le salarié exécute des heures supplémentaires de sa propre initiative puisqu'il est mis en place un contingent d'heures supplémentaires mobilisable par le salarié, alors qu'en principe, les heures supplémentaires sont faites sur demande de l'employeur. » Oui, tout à fait. C'est vrai que les heures supplémentaires doivent être à la demande de l'employeur et c'est pas le salarié individuellement qui peut prendre l'initiative de faire des heures supplémentaires. Et pour le coup, ce contingent, effectivement, ça vient semer un doute, mais pour moi, on reste toujours sur un besoin de l'employeur que le salarié effectue des heures supplémentaires. Mais en fait, c'est pas l'employeur qui va demander à tel salarié d'effectuer des heures, c'est plus, il y a un surplus d'activité, on a besoin que certaines personnes effectuent des heures supplémentaires et ce contingent salarié de 150 heures, en fait, correspond à du volontariat. Donc, le salarié volontaire va pouvoir utiliser ce contingent en cas de besoin pour indiquer à son employeur qu'il est OK pour réaliser des heures supplémentaires. Mais on est bien toujours pour moi sur un surplus d'activité de l'entreprise et pas le salarié dans son coin qui se dit qu'il faut qu'il fasse des heures supplémentaires. D'ailleurs, la Convention recommande vraiment un écrit de la part du salarié qui précise vraiment qu'il est volontaire pour effectuer des heures supplémentaires. Et j'imagine que c'est aussi utile de préciser que ces heures viendront s'imputer sur son contingent à lui pour éviter que ça s'impute sur le contingent de l'employeur. Ok. On avait Laure qui nous demandait « Qu'advient-il des salariés au forfait sans référence horaire ?» Alors là, je ne sais pas exactement quel était l'objet de la question, si c'était du point de vue de la rémunération ou pas. En tout cas, pour ce qui est de la rémunération justement des cadres dirigeants, en fait, la Convention indique qu'elle ne peut pas être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant au classement de l'intéressé applicable aux salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours. Donc effectivement, les cadres dirigeants doivent quand même avoir une classification qui est dans les plus hautes de la grille de classification conventionnelle. Donc ce sera des cadres plus. Et la Convention prévoit juste qu'ils ne peuvent pas avoir une rémunération qui est inférieure à celle appliquée aux conventions de forfait jour. Très bien. On avait Pierre qui nous demandait « Certains salariés vont passer non-cadre avec la nouvelle classification. Devons-nous leur faire signer un avenant au contrat de travail alors qu'il s'agit d'une modification de la convention collective ?» C'est vrai que du coup, c'est quand même un changement notable pour les salariés de passer de cadre à non-cadre. Et effectivement, c'est un des points notamment qui risque de poser un certain nombre de difficultés à mettre en œuvre. Toutefois, il faut savoir que la convention collective prévoit que pour ces salariés-là, un certain nombre de dispositions qui sont applicables normalement pour les cadres vont rester applicables aux salariés qui sont passés non-cadres du fait de la nouvelle classification.
notamment pour ce qui est les durées de préavis, les indemnités de licenciement, les maintiens de salaire en cas de maladie, etc. Ces salariés vont toujours se voir appliquer les dispositions qui sont relatives au cadre. Donc finalement, ils ne seront pas si lésés que ça. On a essayé quand même les rédacteurs ont essayé de trouver une sorte de compromis. Après, pour la question de savoir s'il faut un avenant, effectivement, pour moi, ce serait mieux. Mais le souci, c'est qu'il va falloir du coup recueillir l'accord du salarié, ce qui sera, j'imagine, pas toujours évident. Donc, je pense qu'on peut aller outre la conclusion de l'avenant si le salarié est réfractaire véritablement sur le sujet. Mais idéalement, ce serait quand même mieux, puisque c'est un élément essentiel quand même du contrat de travail. Après, c'est vrai que c'est ce que Romane précisait au début, c'est que quand il va y avoir l'établissement des fiches de poste, avec les classifications d'emploi, il va falloir collecter déjà l'avis du salarié. C'est pour ça que ça va prendre aussi un certain temps, puisque il va y avoir les cotations de fait, donc les classes d'emploi vont être créées. On va voir dans quelle case, j'oserais dire, on met tel ou tel salarié, et il va devoir en être informé. Et s'il doit être en informé, il va demander aussi explication à son employeur. Et en fait, a fortiori, il va falloir qu'il y ait un accord au préalable entre le salarié et l'employeur sur sa nouvelle classification. C'est vrai qu'au-delà d'un échange purement écrit, je pense que pour les salariés qui seraient concernés par cette situation, ce serait peut-être bien de prévoir un temps d'échange oral pour prendre le temps de leur expliquer les nouvelles dispositions et en fait de leur expliquer la raison pour laquelle ils ne seraient plus cadres en application de cette nouvelle grille de classification. Donc après, avec du bon sens, normalement, les salariés devraient comprendre si c'est quelque chose de juste et d'égalitaire. Bon, ils devraient être OK avec leur nouvelle classification. Merci pour vos réponses. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Je vois notamment, est-ce que le webinaire sera disponible en replay? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Webikio vous enverra le lien du replay en principe automatiquement et on se chargera également de vous le renvoyer de notre côté. Peut-être qu'on prend encore une ou deux petites questions. Et effectivement, Élise vous précisait dans le chat si on n'a pas pu prendre le temps de répondre à votre question, n'hésitez pas vraiment à remplir le formulaire de contact qu'on a mis à votre disposition. Comme ça, on reviendra vers vous pour répondre à votre question dans un premier temps et éventuellement vous informer que on a cette idée d'organiser une formation plus complète et un accompagnement plus poussé parce qu'on a bien conscience que ça suscite beaucoup de questionnements de votre côté. Donc peut-être une question de Coralie. Quels sont les risques dans le cas où la nouvelle convention collective ne serait pas appliquée à compter du 1er janvier 2024 ? Et ça après c'est comme on l'a précisé, donc il y a possibilité de report au plus tard au 1er janvier 2030, mais il y a quand même des conditions à respecter et entre eux en particulier, il va falloir quand même comparer les masses salariales 2023 et les masses salariales 2024 et il va falloir qu'il y ait, si vous voulez, une augmentation de masse salariale qui dépasse 5% pour plus de 25% de l'effectif. Et ça, il va falloir, donc si on est dans ce cadre-là et si vous êtes une entreprise de moins de 150 salariés, il va falloir demander soit à l'expert comptable, soit au commissaire aux comptes de faire une attestation qui justifie que l'augmentation de la masse salariale est conséquente, donc elle dépasse ce critère-là, et que vous avez des difficultés économiques. Et dans ce cas-là, vous pourrez effectivement faire le report de la mise en place de cette nouvelle grille au plus tard le 1er janvier 2030. Par contre, il y a quand même des choses à faire jusqu'à ce 1er janvier 2030. Première chose, c'est déjà communiquer au CSE les salaires minimums hiérarchiques toutes les années. Et comme la convention collective, au niveau des augmentations, il y aura des augmentations annuelles. Il faudra suivre les augmentations annuelles dès le janvier 2025. Et il faudra arriver à faire des augmentations annuelles tout en suivant également ce qui est prévu par la convention pour arriver au 1er janvier 2030 à coïncider avec ce qui est prévu par la convention. Merci beaucoup Géraldine. Merci Romane également. Il est 10h21, donc je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Vraiment, n'hésitez pas à nous faire part de votre demande de recontact pour les différentes questions que vous avez pu poser.
Je me permets de vous rappeler que le webinaire sera disponible en replay, qu'on va également vous faire parvenir la présentation. Et puis, merci en tout cas grandement pour votre participation, pour vos questions aussi. Merci à nos intervenantes. Merci à vous, merci pour ces inscriptions. C'était un plaisir. Et puis, voilà, on reste aussi disponible. Vous avez les adresses mail des deux animatrices dans la présentation, dans l'écran qui s'affiche. Donc, n'hésitez pas aussi à leur écrire si jamais vous en avez le besoin. Voilà. Passez une très bonne journée en tout cas et merci à tous.